1, 2, 1, 2, Houston, we got a problem. Houston, Houston, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK. Ça marche-tu? Ça a-tu l'air marché? Ça fonctionne. Je suis comme tellement déçue. Écoute, la réalité, c'est que ça fait des mois que je me visualise dans notre nouveau studio. Je suis allée m'acheter full de super beaux souliers, puis là, ce que tu me dis, c'est que bon, même si je fais ça de même, Ouais, même si tu fais ça de même, on les voit c'est pas. tellement beau! C'est bon, là, honnêtement. Je peux pas croire qu'on les verra jamais. Oh my God! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission sur Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, aujourd'hui, quel bonheur d'avoir en ma présence Mme Brigitte Morel. Je vous la présente tout de suite. Alors, pour les gens du Québec, vous la connaissez, vous l'avez vue depuis les 25 dernières années à la télévision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Brigitte, elle est conférencière, elle est auteure. Je vais d'ailleurs vous parler d'un de ses livres. Et pour les gens d'ailleurs qui ne la connaissaient pas, vous allez avoir le privilège de la découvrir aujourd'hui. Brigitte Morel, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Brigitte, écoute, moi je t'ai découvert en lisant ton livre, alors L'infini des possibles, un super roman. Et honnêtement, je suis vraiment tombée en amour avec tout le propos, avec évidemment l'histoire, mais aussi les outils et par conséquent avec toi, parce que évidemment, un auteur, on met beaucoup de soi dans oui. un livre. Oui. Brigitte, la question que je me posais en finissant ton livre, c'est, tu as été pendant plus de 25 ans très présente dans nos téléromans ici au Québec. Les gens te reconnaissent. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de dire j'ai envie d'aller vers l'écriture, vers les conférences? Parce que tu sais, tu étais sous les feux des projecteurs, c'est super à la limite glamour. Ouais. Et là, de t'en aller vers ça. J'imagine que tu te fais poser la question à l'occasion. Toujours. 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 Pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus à la télé? Je pense que ça faisait partie de mon processus. Tu sais, il y a des fois dans la vie où on a beau avoir aimé quelque chose pendant plusieurs années, et tout d'un coup, il y a comme une petite voix qui dit « Il me semble que tu pourrais être plus. Il me semble que tu pourrais faire plus, aller plus loin, donner plus. » Et j'avais en même temps un sentiment d'imposteur qui se créait parce qu'on me donnait une plateforme. J'ai eu le bonheur d'avoir l'affection du public. Et les journalistes font en sorte qu'on te demande beaucoup de choses sur beaucoup de sujets pour parler de plusieurs choses. Puis, je me disais, mais je ne sais pas, je suis juste comédienne, je suis un amuseur public, je ne peux pas avoir une opinion sur tout. Et je trouvais qu'on me donnait une tribune beaucoup trop grande pour ce que j'étais. Et j'avais besoin d'être plus. Alors, en même temps que c'était très déchirant parce que c'est un métier identitaire, hein? Quand tu es comédien, tu es comédien 24 heures sur 24, tu vas à la plage, tu sens qu'il y a une caméra qui est sur toi, tu dis « Bon, je viens de faire partie du vidéo des souvenirs du monsieur. » et tu rentres le ventre. Mais donc le besoin d'aller vers quelque chose de plus signifiant. Et en même temps, j'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes au niveau, je dirais, j'étais suicidaire. Je suis née suicidaire. Et j'avais une carence génétique en plusieurs hormones, la sérotonine, l'endorphine et tout ça. Moi, j'en sécrète pas. Et si on essaie de m'aider par des médicaments, bien, ça crée des symptômes épileptiques. Donc, je me suis promenée toute ma vie avec des chutes. Donc, j'avais besoin... j'ai toujours été très attirée à comprendre comment ça marche dans le cerveau. Et de dire, moi, je vais m'en sortir. Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui... la vie va bien, ils sont heureux, ils sont bien dans leur peau et tout ça. Et moi, c'était toujours... à tous les mois, d'ailleurs, à tous les moments hormonaux, l'idée du suicide revenait. Donc, c'était un combat. Et quand les gens me disaient « Ah, t'es belle, puis toi, elle est à TV, puis tu sais, tout va bien dans sa vie. » Écoute, moi, en dedans, c'est un gros mensonge. Je ne veux pas mentir au public. En même temps, j'ai eu le bonheur d'avoir l'affection de Jean-Pierre Coallier qui m'amenait souvent à son émission d'animation sur Adlib. Et je me rendais compte que j'étais aussi bien quand j'avais du public devant moi et à leur parler et à les aimer. Moi, j'avais envie d'aimer le monde autant qu'ils m'aimaient.
Et tranquillement, plus ça allait, moins je travaillais parce que forcément, je mettais moins d'énergie là-dessus, moins d'intérêt sur l'idée d'être comédienne. Je trouvais que j'avais plus assez d'ego non plus pour faire ça. Je voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un que je n'étais pas. Et donc, tranquillement, en même temps, j'ai une belle petite fille et je n'avais pas envie de lui laisser cet héritage-là émotif. Donc, j'ai commencé à aller travailler avec des thérapies et rencontrer des gens. Et là, l'intérêt est venu vraiment. Et quand j'ai découvert T. Harv Eker et que j'ai eu cette équation de pensée extraordinaire, ça a commencé à faire basculer ma vie. Et là, j'ai commencé à devenir de mieux en mieux parce que je contrôlais ce qu'il y avait entre les deux oreilles. Et aujourd'hui, je peux dire qu'à 52 ans, je suis sans aucune médication et je suis dans le bonheur. Bien, il y a des hauts, il y a des bas comme tout le monde, là, mais mettons que j'ai plus du tout d'idée d'en finir ou de finir de façon catastrophique ou d'avoir besoin absolument d'explosion pour que ma vie soit très heureuse. Pour être heureuse. Et je n'ai plus de médicaments. Merci de ta générosité. Tu nous partages ça. Je suis encore sous le choc. On n'a pas parlé de ça du tout avant. C'est pas arrangé avec le gars des vues. Brigitte, tu parles évidemment dans tes conférences beaucoup de changements. Oui. C'est ton sujet de prédilection. Tu as étudié en PNL pour le bénéfice des gens qui connaissent peut-être pas ça, programmation neuro-linguistique. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Quelle est Parce que manifestement, tu as fait des changements dans ta vie qui t'ont amené aujourd'hui à 52 ans à être bien, à être heureuse, à passer à travers un paquet de cheminements. Quelle est ta vision de ça? Tu sais, les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent « Wow, j'aimerais ça être capable justement de faire un changement dans ma vie à quelque niveau qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel. » Il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être dans une relation de couple malheureuse. Il y en a qui sont peut-être malheureux au travail. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer à ces gens-là? D'abord, le changement, ça commence par entre les deux oreilles. Et le changement est c'est la plus grande constance dans la vie. Alors, si on commence à avoir peur du changement, on risque de trouver la vie longue longtemps. Moi, j'avais besoin de changer, sinon je ne serais plus ici. C'est clair. Donc, il fallait que je change comment c'était fait dans ma tête. Pour le changer, il fallait que je comprenne. Et tout changement part d'abord d'un désir. Et d'un désir qu'on visualise, qu'on imagine. Et après ça, il s'agit de se respecter assez et de se donner assez d'amour. Et ça, c'est pas du tout égoïste, parce que plus on se donne de l'amour, plus on est capable d'en donner aux autres. Et donc, les gens en bénéficient, on rayonne. T'sais. Puis plus on rayonne, plus on est heureux, bien plus on a envie d'aider les autres, plus on est bien, puis plus les gens sont attirés vers nous et plus on est capable de redonner. Donc, il ne faut jamais penser qu'on se donne trop d'amour, que c'est égoïste. Mais à partir du moment où tu as une vision de qui tu voudrais être, des fois, on a plus une vision de qui ce qu'on veut plus être, et c'est très bien. Mais à partir de là, c'est demander qu'est-ce qui me rend vivant, qu'est-ce que je voudrais changer. Et à partir de là, c'est de commencer à travailler son imagination, qu'on a déjà le changement en soi. Les gens, souvent, j'ai des clients qui viennent en coaching puis qui vont me dire moi, je voudrais être riche. Garde, parle-moi rien d'autre, là. Je voudrais être riche. Puis je dis, c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être riche? Et est-ce que tu es capable en ce moment de me dire que tu es capable de gérer de l'argent? « Ah non, j'haïs ça. » Bien là, si tu veux être riche, ça implique l'argent. Il faut que tu sois capable de la gérer. Tellement. Alors, tu vas être aussi riche que tu es capable de gérer de l'argent. Si tu es juste capable de gérer ta fin de mois, tu vas avoir juste l'argent pour tes fins de mois. Et moi, j'ai été comme ça longtemps. Vraiment? J'ai travaillé tellement pour être capable de payer mes fins de mois que j'avais jamais d'argent extra. Il arrivait une dépense, il fallait que je paye quelque chose pour ma fille, et j'arrivais pour les fins de mois. Puis à un moment donné, ça a été fini par tout ce qu'on va parler. Parce que c'est ça, tu as fait des prises de conscience. Tu parles de visualisation, Brigitte, et puis évidemment, je suis fascinée par la visualisation. Tu utilises ça dans ta vie? Toujours. OK. On a des facultés mentales. Oui. Hein? On a tous des facultés mentales. Tout le monde a des facultés mentales. Oui! Et on les a tous. C'est merveilleux, c'est des dons. C'est des dons qu'on a acquis à la naissance. C'est dans notre génétique. Les facultés mentales sont l'imagination, la volonté, l'intuition, la perception et le raisonnement.
Et donc, la première chose, dans toute vie, ça part de l'imaginaire. Et je dis souvent, tout ce qui a été conçu, tout ce que vous voyez autour de vous est parti d'une idée. Une idée, et tous les changements qu'il y a eu dans la vie, toutes les inventions et toutes celles qui sont en ce moment, les trouvailles qu'on trouve en biochimie et tout ce qu'on trouve sur le cerveau en ce moment, toutes les nouvelles inventions technologiques sont parties d'un besoin. Et le besoin était tellement fort que l'imaginaire a fini par se dire comment est-ce que je pourrais le manifester, comment est-ce que ça pourrait être. Et la volonté qui a fait qu'on a persisté à trouver l'élément ou la façon qu'on pourrait avoir un jour un ordinateur à la maison, un ci, un ça, des affaires les plus folles qu'on pourrait voler dans le ciel. On avait besoin de quelque chose, on l'a imaginé et avec la persistance, la volonté, on a continué à y croire, puis on a fait comme si on l'avait déjà. Parce que là, on cherchait, on était dedans. Et après ça, on s'est mis à percevoir la vie avec cette nouvelle affaire-là et elle s'est manifestée. Et tout ça crée ton raisonnement. Et c'est le processus pour n'importe quelle manifestation du changement. Mais tout part de la pensée, tout part de la faculté qu'on a d'imaginer la chose clairement. C'est un peu ce que disait Le Secret, d'ailleurs. Pas un peu, c'était ça que ça disait. C'est ce que ça disait. C'est la seule chose qu'on a oubliée, puis tu le dis toi-même dans tes écrits ou ce que j'ai lu de ce que tu donnes. À partir du moment où tu le visualises, que tu le veux, bien, il faut que tu te mettes en branle pour le faire. Il faut que tu passes à l'action et que tu fasses comme si tu l'avais déjà. Donc, si je suis riche, qu'est-ce que je fais pour être riche? Il faut que je sache comment gérer de l'argent. Il faut que je n'aie plus peur de manquer d'argent. Et souvent, ce qui arrive aussi, c'est que les gens qui m'arrivent, qui vont dire « Ah, Brigitte, je vais être riche. » Tout ce qu'ils pensent, c'est « Je manque d'argent. » Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, ça crée le manque. On focus sur ce qu'on ne veut pas. Moi, je dis, j'ai créé un programme sur la loi de l'attraction et je dis, ce que tu ne veux pas, regarde-le et pose-toi la question, OK, à l'inverse, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et par la suite, fais juste focuser sur ce que tu veux. Alors, tu utilises la visualisation au quotidien, dans ta vie, pour voir se manifester ce que tu veux. Et quand on dit, parce que je tiens à le préciser, tu parles d'argent, mais la visualisation, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est aussi, c'est pas juste pour des biens matériels, c'est dans l'être. Je veux avoir plus confiance en moi. Comment est-ce que je vais être le jour où j'aurai confiance? Je veux parler en public. Tu fais des conférences, Brigitte. Ah, alors j'imagine que la première fois, même si tu étais comédienne, c'est sûr que, bon, tu avais une longueur d'avance sur peut-être bien des gens qui souhaitent parler en public, mais veut pas d'être devant 1000 personnes sur une scène. C'est quand même, j'imagine, comment je vais être sur scène. Donc, c'est des choses, on peut utiliser la visualisation pour ça aussi. Oui, la visualisation comme départ, et puis le ressenti. Tout à fait. Il faut le ressentir. Il faut que ça va. Parce que comment le ressenti. Oui, parce que le ressenti, c'est ta propulsion. C'est l'énergie de ton intention. C'est le ressenti. Donc, si je me visualise à un endroit, il faut que je le ressente, que je me dis, j'ai confiance en moi. Comment est-ce que je suis quand j'ai confiance en moi? Moi, tu parlais des conférences, les gens disent, comment ça se fait que tu n'es pas nerveuse quand tu arrives devant 1000 personnes? Puis tout ça, je dis, mais c'est parce que c'est pas moi qui est important, c'est mon message. Et plus mon message est important, et plus l'amour que j'ai pour transmettre ce message-là, puis que je sais qu'il va faire du bien aux gens, et là, moi, j'ai pas à avoir peur de rien. Tout à fait. Et ça se communique, et c'est ça. Comme mon énergie est une énergie qui est basée sur l'amour, et le plaisir, et l'enthousiasme, bien, c'est ça que les gens ressentent. Alors, ils ne sont pas en train de me regarder en disant « Mon Dieu, elle a pris du poids depuis qu'elle est en ménopause, certain. » Ça, c'est ma petite voix. Il faut que tu la fasses taire. Que je la fais taire automatiquement. Mais c'est sûr qu'elle revient. Mais c'est d'avoir justement la volonté et la persistance de ne pas écouter nos saboteurs. Et on en a tous. Il faut les faire taire. Oui. Brigitte, je suis certaine qu'en ce moment, les gens regardent l'entrevue et se disent « Wow! » Elle a l'air passionnée. Alors, ceux qui te connaissent, mais aussi ceux qui ne te connaissent pas, je suis sûre que ça crève l'écran. Et moi, souvent, les gens vont m'écrire en me disant « Stéphanie,
comment je fais pour trouver ma mission de vie? Tu sais, on parle souvent de ça, la mission de vie. Pourquoi je suis venue sur la Terre? Tu as l'air d'avoir trouvé ta mission, Brigitte. Mais oui. comment tu as fait ça? Puis est-ce que tu as des trucs à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour trouver, eux, leur mission? Parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui nous écoutent qui disent « j'ai pas l'impression que je suis à ma place, professionnellement ou personnellement. » Oui. C'est drôle parce que tout le processus que tu parles, c'est un programme que j'ai créé parce que quand j'ai quitté le métier de comédienne, il fallait que j'y croie que je pouvais faire autre chose. Hein? Puis quand moi j'ai quitté, sur le coup, je me suis dit, j'ai un deck en théâtre. Qu'est-ce que je fais avec un deck en théâtre? Je peux, tu sais, je vais gagner ma vie, moi, c'est certain. Et sinon, j'étais pianiste. Ah, mon Dieu! Puis ça ne me tentait pas de l'enseigner. Donc, j'avais pas de perspective vraiment, mais je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui était plus grand que moi. Et la première chose, c'est on passe beaucoup de temps à planifier où est-ce qu'on va aller en vacances, qu'est-ce qu'on va faire le week-end. On passe très peu de temps à penser qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et j'ai eu l'opportunité incroyable de rencontrer une femme qui m'a fait faire la quête du héros. J'étais allée faire de l'orientation au White des femmes, d'ailleurs, parce que j'avais tellement pas d'argent à cette époque-là que je ne pouvais même pas payer un orienteur. Et donc, je suis allée au White des femmes, puis cette femme-là m'a fait un questionnaire. Et elle me posait la question, puis ce questionnaire-là, je l'ai reproduit maintenant en y donnant tout le crédit. C'est la quête du héros. Et dire, quand j'avais 5 ans, à quoi je jouais? Où est-ce que j'avais du plaisir? Que le temps passait, là, puis qu'il n'y avait plus rien. Et que j'étais vraiment à ma place. J'étais vraiment comme si, moi j'appelle ça être dans ma zone, mais comme si le temps n'existait plus, mon nom n'était pas important, puis que je n'avais pas faim, pas soif parce que je jouais. On a tous eu des jeux comme ça. Oui. C'était quoi le tien? Te souviens-tu? Veux-tu vraiment que je te le dise? Ah, ouais, donc. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la télé dans mon lit. Et j'avais même mon nom. Je m'appelais Stéphanie Forsythe. Parce qu'à l'époque, il y avait une émission, je pense que c'était Dynasty, puis il y avait John Forsythe. Alors, non, moi, je te jure, Brigitte, c'est comme, my God, je t'écoute. Oui. C'est là, c'est là. Bien, moi, quand j'étais petite, j'avais toujours une cour devant moi. Ma mère était organiste à l'église, puis je m'en allais dans l'église, puis je montais dans l'ambon. Écoute, ma mère était organiste à l'église, mon père avait le magasin général. Okay. J'avais beaucoup d'amis. Fait qu'on s'en allait à l'église, puis là, je leur disais comment aimer. Puis je leur faisais des discours, puis je les faisais rire. Arrête. Et après ça, on s'en allait au magasin général, puis on prenait des bonbons à livres. Non, je ne suis pas si vieille que ça, mais ça existait quand même dans le temps des petits villages. Alors, donc, la quête du héros, c'est vraiment s'imaginer dans ce qui était le plus possible. Parce qu'on a eu des dons en essence. On a parlé des facultés mentales, mais on a aussi des habiletés. Et souvent, parce que c'est facile, on ne voudra pas utiliser ça. Ouais. Mais dans ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, là résident vos dons. En anglais, on appelle ça des God's gifts. Je trouve ça beau. C'est comme des dons de Dieu. C'est votre partie, ce qui fait que vous êtes unique. Donc, si vous voulez trouver quelle est votre mission, allez chercher en quoi est-ce que vous êtes unique. Et là, si vous êtes en train de vous dire « Ah, moi, j'ai rien », ça, c'est votre petite voix, c'est pas vous, c'est pas vrai. Et donc, vous avez une habileté, vous avez quelque chose. Des fois, c'est de faire rire. Des fois, c'est dans l'écoute. Des fois, vous avez cette faculté de comprendre les gens. Vous avez cette faculté d'être capable de prendre un problème puis de trouver la solution tout de suite. On a tous quelque chose. Bien, c'est de reprendre cette grande faculté qu'on a et de l'intégrer dans notre quotidien. Et là, on découvre notre mission. Moi, quand j'ai vu que j'avais besoin d'aimer les gens, j'avais besoin de leur dire, c'est toujours... Et comme dans ma vie, ça a été très difficile au niveau mental, au niveau bonheur, j'avais besoin d'ouvrir des portes d'espoir dans la tête des gens. Parce que quand le jour où j'ai découvert l'équation de pensée et que j'ai commencé à gérer mes pensées, pour moi, ça a été comme si je recevais un chèque du gouvernement que je n'attendais pas. Et je me suis dit, je veux que ma vie soit... Je veux être pour les autres un chèque du gouvernement qu'on n'attend pas. Wow. Mais je le sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire, « Oh mon Dieu, c'est quoi cet argent-là? » Non, non, pour moi, ils se sont trompés, je ne le prendrai pas. Hein? Ouais. Il y en a des gens qui vont réagir comme ça. Et il y en a d'autres qui vont dire, « Oh mon Dieu, mais j'ai toutes les possibilités pour devenir... je vais prendre ce ticket-là avec elle, puis je vais avancer. » Et
Et je voudrais être là pour tous ceux qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie et de pouvoir les amener à grandir, à être plus, à avoir plus, à faire plus, mais surtout je pense, à être plus. Ouais. Parce qu'on commence par être, et ensuite on fait, puis ensuite on a. Mais souvent dans notre civilisation aujourd'hui, on veut avoir, Ouais. parce que si on a, on devient. Si on a, on va faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Ouais. Et c'est une grave erreur, parce que si on regarde tous ceux qui ont réussi dans leur vie, ils ont d'abord visualisé qui ils voulaient être, la petite fille devant la TV, et ils ont cru, puis là, ils ont commencé à faire des choses pour y arriver, Ouais. et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle a ce rapport-là avec vous, incroyable. Et, alors, c'est tout à fait le processus, et tu à fait. réussis très, très bien, et tu as passé par ce processus-là. Ouais. Tu es un exemple extraordinaire! Et j'espère que j'en serai un aussi, Tu ou l'es. que j'en suis un. Définitivement. Brigitte, dans ton livre, et puis je répète là, pour les gens, l'infini des possibles, tu parles évidemment beaucoup des pensées. Oui. Tu parles de l'impact de nos pensées sur nos émotions. Tu parles aussi des croyances. Oui. Et là, tu nous as partagé que toi, tu n'avais pas le bonheur facile. Non. Est-ce que, en apprenant à changer tes pensées, c'est ça qui a été le gros déclencheur? Ah, Est-ce tu as que tu tout à dis? fait raison. C'est ça? Ça a été tout à fait ça. Moi, je vois les pensées comme quelque chose que je sème dans la terre. Si je sème des carottes, il devrait pousser des carottes. Si je sème des tomates, puis que je mets mon attention sur mon plant de tomates, puis que je le vois grandir, puis que je le nourris, il va devenir une tomate. Mais si je sème des fleurs, je n'aurai pas des légumes. Et dans ma tête, si je choisis de semer des pensées de doute, il va pousser du doute. clair. Si je sème des pensées de manque, même si je pense que je suis dans l'abondance et je vis l'abondance et l'abondance est pour moi et tout ça, mais à chaque fois que je pense à l'abondance, je pense à tout ce que j'ai pas. Alors, je suis en train de semer inconsciemment le manque. Et c'est l'inconscient qui fait qu'on va voir le résultat de ce qui pousse. Donc, pour moi, à partir du moment où j'ai vu à quel point je semais le doute, je semais le manque d'estime, je semais... bon, il m'en reste encore, là. Ah, on s'entend qu'on n'est pas parfait. Mais à partir du moment où on en prend conscience, je me dis, OK, j'ai peur de telle chose. Derrière cette peur-là, j'ai un désir d'être. Et à partir du moment où je saute sur le désir, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et que je vais chercher ce besoin-là, à ce moment-là, là, je peux devenir de plus en plus qui je suis et changer ce que j'aime pas. Et ça demande beaucoup de responsabilité et ça demande de quitter la plus grande maladie du siècle, qui pour moi est la victimite. Et à partir du moment où on dit que les circonstances extérieures donnent le ton à notre vie, que c'est à cause de notre boss, de notre compte de banque, de notre enfant, de notre conjoint, de notre maladie, à partir du moment où on met notre pouvoir entre les mains de quelque chose à l'extérieur de nous, bien, on vient de perdre tout pouvoir pour soi-même de changer. Donc, c'est d'arrêter de mettre ce pouvoir-là, de dire, OK, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferais? Et qu'est-ce que je fais qui est dans le sens de ce qui me rend vivant, de ce qui m'anime? Et j'ai peut-être eu en même temps une résilience à côté d'être... On m'a donné la dépression, mais on m'a donné l'enthousiasme. Et grâce à l'enthousiasme, la curiosité et la résilience, probablement, j'ai toujours été attirée vers ce qui me rendait vivante, parce que je voulais mourir. Il y avait toujours ces deux paradoxe-là. Donc, ce qui me rendait vivante, c'était quand je jouais du piano et que je passais 5 heures de temps à entendre la musique à l'intérieur de mes oreilles et ça sortait. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais ensuite, j'ai voulu connecter avec plus de gens. Et ce qui était là, je me voyais devant les gens. Et je me disais, j'ai besoin de parler, d'avoir un message plus facile. Alors, je suis allée vers la comédie. OK, au départ. Mais oui, je suis allée vers la... Bien, il faut dire que j'étais tellement dramatique. Ma mère me disait tout le temps, « Et que t'es comédienne, et que t'es comédienne. Ah, je l'ai cru. Et c'est ce que... Hein, quand on se faisait quelque chose, souvent quand on est petit, « Et que t'es comédienne, et que t'es sans dessin. » Tu sais, c'est la même affaire. Oui. Et là, finalement, je le suis devenue pour réaliser à un moment donné que j'avais besoin de plus que ça. Et finalement, j'ai commencé à donner des conférences pour être comme quand j'étais petite, puis aimer le plus de monde possible. Et aujourd'hui, on dirait que tout ça finit par se rejoindre ensemble. Toute ma vie, en ce moment, est en train de se rejoindre ensemble parce que quand j'écris, je suis comme à mon piano
Et j'entends avec amour ce que j'ai besoin de dire, ce que j'ai appris pour être heureuse. Parce que si moi, j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Et ça commence maintenant. Et c'est pour ça qu'on est aussi, que toi, tu es là aussi. Je pense que c'est pour offrir ce message-là qu'on a pu à penser que le pouvoir est à l'extérieur de nous. Le pouvoir est dans notre voix, dans notre façon qu'on est unique. Tout à fait. Et on est tellement plus heureux. Ben écoute, en tout cas, tu n'as même pas besoin de pilule. Tu en es la preuve vivante. Brigitte, avant l'entrevue, tu me parlais d'une loi, tu l'appelles la loi de la pensée heureuse. Oui. Puis j'aimerais ça, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, c'est quoi cette loi-là pour toi? On a plusieurs lois universelles pour être qui on est. Et l'univers fonctionne sous des lois, au même titre qu'on est capable de croire à la loi qui dit que l'électricité, quand on ouvre le petit bouton, l'électricité, là, on ne la voit pas dans les murs, mais on sait que ça va fonctionner. La loi de la mathématique, on sait qu'on fait des équations et des plus, des moins, puis on organise les chiffres dans notre cerveau et on obtient des résultats. Et c'est essentiel pour notre vie. La loi de la pensée heureuse, c'est la même chose. C'est une équation qui nous permet de gérer ce qui est le plus fondamental dans notre vie, donc nos pensées, pour les rendre efficace et avantageuse pour notre vie et la rendre heureuse. En fait, c'est la loi de la pensée, mais moi, j'ai ajouté c'est la loi de la pensée heureuse parce que c'est ça que je veux dans la vie. Tout à fait. Et souvent, on va avoir l'impression que on a des problèmes de résultats. Hein? Dans le mathématique, c'est drôle parce qu'en mathématiques, si je dis 2 plus 2 égale 5, je ne dirais pas « Mon Dieu, j'ai un problème de 5! » Je vais dire « Oh, j'ai un problème que j'ai mal fait mon équation. » Tout à fait. Mais pourtant, dans la vie, on va dire « Ah, j'ai un problème de poids, qui est un résultat. J'ai un problème de santé, qui est un résultat. J'ai un problème d'apprentissage. J'ai un problème avec mon conjoint. C'est un résultat, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que j'ajuste les éléments pour arriver à ce résultat-là. Et cette équation de pensée-là est que si j'ai des pensées, ces pensées-là vont s'associer, donc vont additionner avec mes émotions. Ça ne peut pas faire autrement. Aussitôt que j'ai une pensée, elle est associée à une émotion. Et ces émotions-là vont faire en sorte que je vais aller de l'avant ou je vais avoir peur. Tout à fait. Que je vais agir ou pas agir ou être en colère, être en doute. Je vais avoir des pensées. Moi, je les classe en 3 catégories. Pour me faire ça bien simple, j'ai des pensées qui sont dynamisantes, j'ai des pensées qui sont neutralisantes, puis j'ai des pensées qui sont paralysantes. C'est comme lumière verte, lumière jaune, lumière rouge. Je suis en pensée dynamisante. La lumière est verte, je suis au coin de la rue, là, j'arrive aux lumières, elles sont vertes, je passe, je ne me pose même pas de questions. Je suis en pensée neutralisante à la lumière jaune, je dis « Ah, il va-tu m'arriver une affaire? Je vais-tu avoir un problème? Est-ce que je suis en danger? Y a-t-il une police à côté? Y a-t-il une voiture qui s'en vient? Je vais ralentir. » Et je vais faire en sorte que si tout va bien, je vais passer. Si tout va pas bien, je vais m'arrêter. Et il y a la pensée paralysante qui est « c'est rouge tout le temps ». Moi, je dis que oui, il y a une porte devant moi, je suis de dos à la porte, puis je dis, il n'y en a pas de porte. J'avance pas. Et c'est toujours négatif, c'est toujours plein de peur, plein de... Alors, ces pensées-là m'amènent donc à des émotions. Être en lumière verte, en lumière jaune, en lumière rouge, ça se cultive depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né. Et même peut-être avant. Et selon les expériences qu'on a eues, on a dit, bien, quand je pense à ça, ça s'en va vers du positif, ou quand je pense à ça, ça s'en va vers du négatif, ou vers mes peurs, ou vers mes craintes, ou vers mes désirs, ou vers mon plaisir, ou vers... Et quand on était petit, on n'avait pas tout ce qu'on avait dans la tête on n'avait pas tous les liens, tout le raisonnement pour comprendre. Fait qu'on a envoyé ça, puis là, les sacs se sont gonflés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent facilement, puis qui ont confiance en eux, puis il y en a d'autres qui n'ont pas confiance en eux. Ça ne veut pas dire que tu es comme ça toute ta vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu en prends conscience, tu vas dire à ton cerveau, non, cette fois-ci, tu n'envoies pas ce pensée-là, moi, je vais te dire où l'envoyer. Alors, moi, je vais prendre confiance. Moi, je vais décider que ça, c'est peut-être pas... Si je me noie, si j'ai peur de l'eau, parce que j'ai manqué de me noyer quand j'étais petit, ça ne veut pas dire que l'eau va être toute ma vie dangereuse. Et je vais travailler, ça ne sera pas facile. Parce que le chemin est fait. C'est un peu comme des chemins en ski de fond. Hein? Tout à fait. Tu sais, ça creuse, tu vas bien. Hein? Ça va bien quand tu es dans tes pistes de ski de fond. Mais à un moment donné, il y a une roche qui est là. Tu vas-tu aller foncer dedans? Tu dis non, parce que je sais que si je prends ce chemin-là, je me rends toujours à la roche. Il faut que je change de chemin pour aller sur celui de côté. Donc,
en me mettant dans un déséquilibre momentané, je vais pouvoir changer pour aller vers l'autre piste qui ne me fera pas foncer dans le mur que je sais que... et on le sait, on a des patterns, on se rend tout le temps, puis ça fait toujours le même résultat. Tu sais, il y a des femmes qui vont dire « Je tombe toujours sur le mauvais gars ». Bien là, tu dis « Change tes pensées, change ce que tu penses que tu peux avoir comme gars. Change, puis imagine-toi ce que tu veux avoir dans la vie comme gars. Est-ce que tu t'aimes? » Moi, j'ai toujours été avec des gars épouvantables. Jusqu'au jour... pas. Ah non, j'espère qu'ils nous écoutent. Le jour où j'ai dit « C'est correct, j'en aurais pu. OK. Je vais m'aimer tel que je suis. Ouais. Je vais apprendre à m'aimer. Je suis bien avec moi, ça va bien, tout ça. Bang, il est arrivé par en arrière de la tête et je suis mariée aujourd'hui. Ah! D'ailleurs, c'est mon anniversaire de mariage. Hey, Oui. bonne fête! Mais c'est encore une fois, c'est une façon de dire, oui, j'ai toujours un pattern. Tu l'as changé. Je l'ai changé C'est en ça. disant, qu'est-ce que je veux? Et je commence à le vivre tout de suite. Ouais. Fait qu'on recoupe à ce qu'on disait tantôt. Je commence à le vivre tout de suite et tranquillement, ça va se manifester. Ouais. Ça ne peut pas faire autrement. Ouais. Et c'est ça, la loi d'attraction. C'est carrément ça, la loi de l'attraction. J'aurais envie de t'amener sur un sujet, Oui. l'intuition. Quelle place est-ce que tu laisses à l'intuition, Brigitte, dans ta vie? J'y laisse de plus en plus de place. Au début, on se dit non parce que maman nous a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait, papa nous a dit, la société nous a dit, et tu fais ce que tout le monde te dit parce que c'est normal. Et moi, je ne veux pas être normale, je veux avoir une vie. Je ne veux pas être normale parce que la majorité des gens ne sont pas heureux. Donc, je veux pas... la normalité, c'est de ne pas être heureux, puis c'est de chialer. Moi, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie d'avoir une vie heureuse. Donc, je me suis perdue. Qu'est-ce que tu me disais? C'était quoi ta question? L'intuition. L'intuition. Ah, Quelle merci. place laisses-tu à Merci. l'intuition dans ta vie? Alors, l'intuition, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas dans les circonstances extérieures. Et c'est la petite voix qui dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses ça. Récemment, je voulais écrire la suite de L'Infini des possibles et faire évoluer Clara un peu plus loin. Puis je me disais, où est-ce que je pourrais aller écrire? La première fois, j'étais allée dans un tout inclus à Cuba et puis et j'ai écrit là-bas. Et là, j'ai dit, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai besoin pour écrire? Et dans ma voix, ma petite voix disait, il faut que tu perdes tes repères. OK. Pourquoi? Je ne sais pas. D'habitude, tu vas être dans ta sécurité. Il faut que tu perdes tes repères. Il faut que tu perdes tes repères. J'ai dit, où est-ce que je pourrais perdre mes repères? En Afrique. Wow! Et j'ai dit, là, ça, l'Afrique, je ne connais pas du tout. Et c'était pas du tout dans ma ligne de désir. C'était quelque chose qui me faisait même peur un peu. Et j'avais une amie qui était au Sénégal. Je suis allée la voir et là, on a trouvé un hôtel de brousse et je peux vous dire, perdu mes repères. Et c'est l'expérience la plus extraordinaire qui m'a permis d'expérimenter tout ce que j'enseigne et tout ce qui va être aussi dans le deuxième dans le deuxième livre comme enseignement, ouais. Wow. Et je l'ai expérimenté, et je ne savais pas pourquoi. OK, c'est ton Mais feeling. Oui, Hein, un parce que- feeling fort, C'est ça. qui revient tout le temps, là. Parce qu'on parle d'intuition, mais pour certaines personnes, c'est la petite voix, c'est le feeling, c'est « je me disais que Oui. Donc, c'est tout ça. Me semble que, Ouais. dès que tu dis « me semble que », c'est que c'est en train de ressentir. Je le ressens pas. OK. Hein, les gens vont dire ça, je ressens pas ça. L'intuition, Ouais. c'est une voix qui est connectée avec le tout. Ouais. Et ça, c'est le sujet aussi beaucoup du premier livre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça connexion. Quand on se connecte avec le tout, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent la source, il y en a qui l'appellent la puissance, il y en a qui... Quand tu te connectes avec cet infini des possibilités, wow! Tu viens de te mettre un moteur turbo, j'allais dire dans le derrière, c'est très québécois, mais c'est ça. Tu viens de te mettre à l'intérieur de toi un moteur, c'est un TGV. Tout à Et fait. ta vie devient extraordinaire, ça va à une vitesse extraordinaire. Puis je regarde ici, là, ce que fait Stéphanie, c'est exactement ça. Si elle n'a pas vécu sur l'intuition, ça veut dire que tout ce que je vous dis, c'est pas vrai. Mais tout ce qui est là en ce moment qu'elle a créé, wow, Fait que tu dis Stéphanie, aux gens, c'est écoutez inspirant. votre petite voix. Hein? Parce que malheureusement, souvent, il y a le rationnel qui embarque. Hein? On dit j'ai un feeling, mais on ne l'écoute pas nécessairement. Et moi, je pense qu'à toutes les fois où moi, je n'ai pas suivi mes feelings, je me suis carrément plantée dans le mur. Tu sais, la petite voix du rationnel, moi, je l'ai associée à quelque chose, le raisonnement. Tu sais, dire, voyons, c'est pas raisonnable. Mais le raisonnable, c'est le passé. C'est tout ce que vous avez vécu dans le passé. Ça, c'est raisonnable? Non.
Parce qu'il y a des choses qui n'avaient pas de bon sens, mais vous les avez acceptées. Mais c'est fini. L'important, c'est maintenant. C'est pas la raison, c'est ce qui est plus fort que... c'est la foi, finalement. Ouais. L'intuition, c'est la foi. Ouais. Et la foi, c'est quoi? C'est de croire en quelque chose qui n'existe pas encore. J'étais avec des jeunes, ma première belle-fille, que j'adore, Isabelle, elle est chercheure en biochimie. On est allé à son anniversaire, c'est la fille de Raymond Bouchard, pour ceux qui le connaissent. On était avec 15 jeunes chercheurs en biochimie de 25 à 33 ans. Écoute, ces enfants-là ne font que chercher ce qui n'existe pas. Wow. Et ils vont le trouver. C'est clair. Et s'ils le trouvent, c'est que ça existe déjà. C'est clair. Alors, c'est la même chose pour vous. S'il y a quelque chose, vous dites, ben non, ça se peut pas, voyons donc. Parce que moi, voyons, aller en Afrique tout seul, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Si c'est ça qui revient tout le temps et que vous le sentez fort, allez-y. Ouais. Parce qu'on ne fait l'expérience que de soi-même. Tout à fait. Et au bout du compte, quand je vais arriver au bout de cette vie-là, je vais pouvoir me dire, wow, j'ai vécu des choses extraordinaires. Que de dire, j'ai fait ce que tout le monde a voulu. Oui. Ou j'aurais donc dû. Ou j'aurais donc dû, le regret. Il y a plein de gens, moi j'ai lu à un moment donné, puis j'en parle souvent, à la fin de ta vie, ce que tu vas regretter, c'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait que tu te dis j'aurais donc dû. Oui. Parfois, c'est correct de ne pas faire tout ce qu'on veut, mais la satisfaction. Ouais. Moi, je marche beaucoup, je carbure à satisfaction. Ça me rend... quand tu réussis à juste étirer ta zone de confort et que ça fonctionne, quand tu fais un marathon, puis tu dis, voyons, j'ai arrivé. C'est pas le fait de l'avoir fait comme une performance, le marathon, comme tu me racontais, en 3h58. C'est de dire, moi, dans ma vie, j'ai été jusqu'au bout de 42 kilomètres. Wow! Tu perdras jamais ça. Moi, je me souviens, j'haïssais l'Internet. Pour mourir, je pouvais jeter mon ordinateur par la fenêtre. Je suis partie aux États-Unis. Je suis allée étudier pour me faire un site web. On avait 5 jours. Écoute, on se couchait à minuit, on se relevait à 6 heures du matin et on a réussi. On est parti dans notre petite valise avec notre ordinateur avec un site web. Wow. Moi, qui haïssais ça pour mourir. Aujourd'hui, quand je veux me souvenir, me donner confiance dans la vie, je vais reprendre tous ces moments-là où j'étais dans un déséquilibre et que j'ai réussi à le rendre naturel pour moi. Donc, ça veut dire que j'ai monté une échelle, j'ai monté une marche d'échelle et je me suis élevée parce que j'ai ça de plus dans ma vie. Tu es sortie de ta zone de confort aussi, hein? Oui. Tu sais, partir en Afrique aussi, aller écrire. Tu t'as pas aidé? Oui, je peux imaginer. C'est effrayant! C'est sûr. Oui, et ce qui est extraordinaire quand on quitte notre zone de confort, c'est qu'on est comme un peu une bête traquée. En Afrique, en plus, c'est le choc culturel. Hein? Je sentais comme si j'avais de l'acide en dessous de la peau. Ah ouais? Tellement que j'avais plus de repères, plus rien que je connais. Plus rien. La hutte, la mansarde, le poisson qui est là en train de se faire. Tout ce que je voyais était rien de ce que je connaissais. Et à ce moment-là, c'est magnifique parce que tu ne réagis que par l'instinct. Et tu ne peux plus te fier sur rien et tu ne peux plus te fier non plus sur ton jugement. Parce que si tu es dans ton jugement, tu vas avoir peur. Et là, tu vas faire « Qu'est-ce que je fais ici? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? » Et si tu quittes le jugement, tout s'ouvre. Tout ça. Même chose quand tu fais un marathon. Si Et d'ailleurs, pourquoi le deuxième est toujours plus difficile que le premier, c'est que le deuxième, tu sais ce que tu as fait. Tout à fait. Donc, tu te dis, oh, je sais à quoi m'attendre et tout ça. Mais et c'est plus ton instinct. Le Alors que le premier, c'est l'instinct. Oui, tout à fait. c'est l'instinct. Ça va être facile. Non, Et- ce n'est pas facile. non. La prochaine fois, tu dis, je vais me prendre autrement. Je vais faire autre chose. Je vais m'entraîner plus. Exactement. Ouais. Et ça, c'est Tout à l'expérience. fait. Et ça, Tout c'est à fait. magnifique. Ouais. Voilà. Brigitte, c'est quoi ta plus grande certitude? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es vraiment sûre? Là? C'est une bonne question. Je suis vraiment certaine que je suis ici pour faire la différence dans la vie des gens. Wow. Et peu importe la façon que je vais le faire, je vais apporter une différence qui compte. Puis je pense que à chaque fois que je le fais, j'enrichis ma vie et j'ai même pas de doute. La certitude, c'est quand il n'y a plus aucun doute, c'est quand il n'y a plus de bruit dans ta tête. La certitude, c'est quand tu es en état d'une paix parce que tu ne te poses plus de questions.
Et je pense que l'intuition aussi, c'est ça. Ouais. L'intuition, c'est ta certitude. Parce que peu importe qui va te dire quoi que ce soit, tu le sais en tant que toi que c'est ça qu'il faut. Et malheureusement, on n'y croit pas. Mais quand on décide de mettre notre énergie et de faire pousser cette certitude-là, c'est là que la loi de l'attraction opère. Mais en fait, la loi d'attraction, elle opère tout le temps parce que si vous n'êtes pas certain, vous allez avoir que des doutes et des obstacles. Alors que si vous laissez votre certitude fleurir, la vie va faire en sorte qu'elle va vous envoyer exactement, ça va se manifester exactement de la façon dont vous pensez. Et c'est une question de vibration. Hein? Et ça, je sais que tu connais beaucoup ça aussi. C'est juste une question de fréquence. C'est même pas magique. Il n'y a pas de baguette magique. C'est la fréquence sur laquelle tu es. Parlez à un chien, là, puis dites juste son nom, Fido, là, une fois fâché, une fois joyeux, vous allez voir qu'il se bêche ou il branle la queue. Hein? L'énergie, c'est notre vaisseau spatial pour envoyer à l'univers ce que l'on désire. Et l'on sait que tout existe déjà. Le tout est déjà tout fait, puisque lorsque vous cherchez, vous le trouvez. Alors, ça veut dire que vous l'avez manifesté. Manifester, ça veut dire de le rendre réel. Donc, à partir du moment où la vibration est tellement forte, c'est quand on est dans notre certitude, dans notre foi, dans notre intuition, qu'elle est tellement forte, ça s'amène et ça va aller chercher une vibration correspondante. La physique, c'est ça. La fréquence s'en va, elle va chercher une fréquence correspondante, ça te revient. Tout à fait. Fait que c'est un peu comme le crash en l'air, ça te retombe sur le nez. C'est le même principe, dit autrement. Mais c'est comme ça aussi. Tout à fait. Bien, moi, je peux te dire que je sens tellement que tu accomplis, réalises ta mission. Moi, je te dis, pour avoir lu ton livre, et comme je te disais avant l'entrevue, c'est très rare que j'ai fait une revue d'un roman. Et même quand je l'ai reçu, initialement, je m'étais dit, OK, un roman... Et finalement, en allant voir ton site web, d'ailleurs, on va envoyer les gens sur ton site web, brigittemorel.com. Vous allez voir, c'est fascinant. J'ai décidé de le lire, je l'ai emmené en vacances. Et wow, il y a tellement d'outils. Alors, quand tu dis ma mission, c'est d'aider les gens, tu es exactement alignée sur ta mission. Brigitte Morel, merci vraiment du fond du cœur. Merci de ta générosité, de nous avoir, d'avoir été tellement authentique. C'est vraiment un privilège de te recevoir. Et encore une fois, j'invite les gens à aller vous chercher son livre. Tu me disais que ton livre va même être disponible en Afrique. Parce qu'il y a peut-être des gens de l'Afrique qui nous écoutent. Je sais que tu m'as raconté quand on... Oui, je suis allée le déposer dans les librairies. Oui. Alors, peut-être, allez voir si vous êtes... Mais il va être en France, en Europe à partir de l'automne. Alors, donc, sinon, j'imagine que les gens peuvent t'écrire s'il y avait quoi que ce soit. Ah oui, c'est disponible sur mon site aussi. Bon, et puis, c'est chez les éditions Dauphin Blanc. Brigitte Morel, merci du fond du cœur. À vous, merci d'être là et on se voit dans un prochain épisode. Je vous embrasse. À bientôt. Salut!